Axel, 100 Oula. 000 abonnés bientôt. Des chiffres quand même peut-être impensables quand même, il y a encore de ça quelques années. C'est énorme. La première chaîne, si tout se passe bien, à atteindre les 100 000 abonnés. Félicitations déjà. Et qu'est-ce que ça te fait, monsieur? C'est 100 000 abonnés, c'est énorme quand même. Je pense pas que quand t'as lancé ta chaîne, tu t'attendais à ça. Ah bah non, non, bah déjà merci Mathias. Ouais, non, c'est clair que c'est impensable. Et puis c'est arrivé tellement vite au final, c'était une longue aventure. Mais en y repensant, bah aujourd'hui on se dit, waouh, déjà quoi. Non, c'est une très grosse surprise et puis bah vraiment content de me dire que j'ai réussi à convaincre à un moment donné sur ma chaîne de 100 000 personnes à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est vraiment impensable. Donc non, et puis ça m'a apporté plein de choses, plein d'opportunités différentes et puis c'est vraiment quelque chose que j'adore faire au quotidien. Donc non, franchement, cette aventure-là a clairement changé ma vie et bah, c'est une grosse fierté. Donc encore un grand merci à tous. Et ouais, bah, c'est parti pour les 100 000. Hein. Attends, je rêve, t'es pas abonné maintenant, là j'étais... Ça part. Oui, non, mais c'est vrai, on le remarque hein, quand même. Hein, le mec, ouais, bravo, félicitations. J'étais pas connecté, Merci Priscilla pour le sub, merci beaucoup. J'étais pas connecté, les amis, j'étais pas connecté, calmos. Ouais. Quel faux cul. Ça, c'est gênant à plein live. Non, j'étais pas connecté, je savais que ça allait se dire, mais non, j'étais pas connecté. Merci Priscilla pour le sub, merci beaucoup. Quand est-ce que tu t'es dit que les 100 000 abonnés c'était atteignable Honnêtement, ouais. Jamais. Là, je suis devant le mur des 100 000 abonnés, devant la porte des 100 000 abonnés, donc je commence à y croire. Mais honnêtement, quand j'ai créé ma chaîne, on m'aurait dit un jour tu vas rassembler 100 000 fans de catch sur une chaîne YouTube, je t'aurais dit mais impossible, impensable, vraiment. C'est vraiment impossible. Enfin, tu t'es lancé en quelle année déjà 2014 2013. 2013. Ah oui, c'est vrai que t'as fait une vidéo de découverte sur un jeu. Oui. C'était sur le Plougué 14. Ouais, c'est ça. Oh là là là. Je m'en rappelle. Et du coup, mais qu'est-ce qui t'a fait commencer les vidéos sur YouTube parce que du coup, comme t'es l'un des premiers, t'avais personne en mode ah bah tiens, bah lui il fait ça, donc je vais peut-être faire un peu la même chose ou quoi? Non, honnêtement, j'ai commencé, comme tu l'as dit, à faire du gaming. Et c'est vrai que le gaming sur YouTube, en 2013, ça existait déjà, donc sur d'autres jeux. Et il n'y avait pas de... Je sais même pas s'il y en avait sur le catch. Il y avait peut-être des YouTubeurs américains, mais en France, je me rappelle même pas. Donc voilà, je voulais me lancer dans le gaming au départ, dans un premier temps. Et après, j'ai commencé à faire des connaissances grâce au catch sur Internet. On a commencé à avoir des petits débats entre nous, entre amis. Et on s'est dit, pourquoi pas proposer ces débats sur Internet. Donc ça a amené des petites émissions comme le Podcast, donc avec Thibaut, que vous êtes nombreux à connaître. Et puis après, il y a eu Guillaume, il y a eu Louis. Enfin, il y en a plein qui sont venus se greffer à l'équipe Double Fan France, pardon. Et ça a amené plein de débats, plein de nouvelles émissions. Du coup, on a commencé à créer des nouveaux concepts. Et ça marchait bien pour l'époque, on va dire. On a vu que ça commençait à prendre petit à petit. Et puis aujourd'hui, on en est à 98 000, presque 98 000. Donc voilà. Mais c'est vrai que tu étais l'un des premiers, ou voire même le premier, à faire des vidéos comme ça avec Podcast. Donc c'était bien cool. C'était bien cool. Ouais. Je voulais parler de tes voyages pour les pay-per-view. Parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue. C'est que t'es quand même à chaque fois. Ouais, ça te manque. Du coup, ça fait 1 an que t'as pas pu. Tu peux pas aller aux États-Unis. À chaque fois, à chaque show, on te voit avec le drapeau de la France, donc c'est très cool. Mais à chaque fois, on te voit en ringside. Alors déjà, comment t'as fait pour. Enfin, comment tu as réagi lorsque tu as appris que tu pourrais pas aller à WrestleMania 36 parce que t'avais pris tes billets. Tu devais y aller au final. Comment tu as réagi quand tu as appris que tu pouvais pas y aller? Bah écoute, évidemment très mal, hein. Je pourrais pas te dire, hein. Franchement j'étais rassuré, trop bien, je peux pas aller à 36. Non, évidemment j'étais super déçu, donc voilà pour ta question. Après, honnêtement, au moment où on a réservé les billets, tout ça, on s'y attendait absolument pas, forcément, parce que on réserve pas tout la veille pour le lendemain. Donc ça a été les billets pour Mania, c'est en novembre, donc c'est longtemps avant. On avait fait le Rumble, donc là on avait passé un voyage de fou. Au moment où on était sur place au Rumble, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'est vrai qu'on commençait à parler des cas de Covid, on commençait à parler d'un virus qui venait d'arriver. Je me rappelle quand on avait atterri à Washington, j'avais reçu un tweet d'un abonné justement qui me disait ça, et à ce moment-là, j'avais pas du tout pris le tweet au sérieux, j'avais même pas entendu parler de virus à l'époque, donc et là donc c'était fin janvier, et après effectivement février, mars, là tout est arrivé très vite, et là grosse déception.
Ah ouais, c'est WrestleMania 36. Et est-ce que t'as espéré y aller pour le 37 du coup, j'imagine. Là, c'est mort aussi le 37. Hein, on peut pas y aller. Hein, Non, normalement, on peut pas y aller. Normalement. J'imagine que t'as quand même fait des recherches pour. Non, bah honnêtement, non. Là, admettons, les tickets sortent demain. Je vais pas dire je vais acheter des tickets, ça serait totalement con. Enfin, voilà, aujourd'hui, les frontières sont fermées, on peut rien faire, on sait pas comment ce sera au mois d'avril. Enfin, voilà, c'est trop risqué. Donc, non, j'ai envie de dire, j'y serai pas au 37. Après, on espère que pour le 38 ou pour que d'autres pay-per-view d'ici la fin de l'année, ce sera bon, mais voilà, pour l'instant, dans Mania 37, faut pas y compter, je pense. Ouais. C'était quoi ton premier pay-per-view en ringside, du coup? Premier pay-per-view ringside, c'était WrestleMania 35. Ah oui, ok, donc 2019. Et après, à chaque pay-per-view, chaque Big Four, en tout cas, on t'y voyait. Après, chaque Big Four, je fais pas non plus de tous les pay-per-view, Mathias. J'ai fait 3 Big Four. On a fait on a été à WrestleMania 34, donc là on n'était pas en ringside, on était en grade 1. Après on a fait WrestleMania 35 l'année d'après, SummerSlam 2019 la même année, et on a fait le Rumble 2020. Ah oui. Et donc ouais, les 3 derniers shows on les a fait en ringside. Et c'est quoi la semaine type d'un voyage pour un pay-per-view? Qu'est-ce que tu fais dans ta semaine? Alors ça dépend des villes forcément. Quand on était à New York, bah c'est New York, donc forcément quand t'as jamais été à New York, t'as plein de trucs à voir en dehors du catch. Après quand c'est WrestleMania, t'as toutes les semaines d'access. Donc nous, on est tellement à fond que avec Aurélien, avec qui je partage tous mes voyages, on fait toutes les séances d'access sans exception. Donc déjà c'est du jeudi au lundi matin. Donc H24 limite, hein, donc on dort très peu. Donc c'est très chargé niveau catch. Et puis comme je te l'ai dit, en fonction des villes, voilà, tu peux aller visiter 2-3 trucs. Je sais que quand on était à New York, nous on s'est pris une journée pour aller voir le siège social à Stamford, prendre des photos devant, etc. C'est toujours sympa. Et puis voilà, Toronto, pareil, c'est une grande ville, il y a plein de trucs à voir. Antoine, tu dois le savoir. Enfin, je sais pas où tu habites, mais en tout cas, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le Canada. Franchement, Toronto, c'est une superbe expérience aussi. Faut savoir que quand on a été à SummerSlam, on avait des places en grade 1 et on a acheté nos places en ringside le jour même du show. Voilà. Donc, c'était pas du tout prévu, mais voilà, on a vu la fédération qui commençait à solder des places en ringside. On s'est dit, bon, allez, c'est pas cher, on le prend, et au final, c'était ouf. Ouais, ça régale. Il y a Ayam qui demande comment t'as fait pour être ringside. Alors, j'imagine qu'il faut être parmi les premiers, aller au plus vite de la. Pour acheter les billets, puis ça doit coûter un peu cher quand même, non? Ça coûte très cher, oui, c'est vrai que ça coûte très cher, comme beaucoup de choses aux États-Unis, hein, tous ces grands shows à l'américaine, ça coûte vraiment une blinde, honnêtement. Donc oui, ça coûte cher. WrestleMania, faut compter 1 000 € la place pour du ringside. Le Rumble, faut compter du 700 €. C'est des places à très cher. Après, tout ce qui est show hebdo, bon, c'est un peu moins cher. Après, bon, un premier rang face caméra pour un Raw, faut quand même compter 500 $, quoi. C'est vraiment cher. Et déjà, pour un live event, j'avais dès l'autre jour, c'était quand même pour Paris, je crois qu'il me semble que c'est 90 balles quand même pour le ringside. C'est quand même déjà pas mal cher pour un live event. Pour un live event, c'est vrai que c'est cher. Après, tu remets ça évidemment au prix des Américains, c'est ridicule, quoi. Oui, 90 $. Tu peux toucher ta superstar préférée, donc. Mais oui. Imagine, t'as Remesso qui passe devant toi, il te fait un câlin, moi, t'es refait, quoi. Là, c'est. Mais oui. Ah là. 450 € en France? Non, c'est pas autant. Pour un VIP. Oui, c'est vrai qu'en plus, maintenant, les premiers rangs, normalement, sont réservés aux VIP. Ce qui fait que si tu ne prends pas un pack à 450 €, normalement, tu ne peux pas avoir de premier rang. Ok. C'est l'affaire, puis même c'est rendu pour les choix hebdomadaires puis les pay-per-view, mais ça va jusqu'au 5e rang tout le tour du ringside, les packs VIP. C'est l'enfer. C'est pour ça qu'avec Aurélien, maintenant, on essaye de trouver un compromis avec les premiers rangs. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, les premiers rangs sont réservés aux VIP, donc c'est des packs à 450-500 €. Nous, on essaye souvent de se placer le long de la rampe. Donc là, c'est pas du VIP. Et t'es quand même au contact des superstars, tu vois quand même très bien le ring. Tu peux quand même être au 5e rang, mais le long de la rampe. Et là, t'as des places à 150 $, quoi. Donc bon, c'est déjà très bien. Sinon, Sting, je vais pas répéter la question, mais ça va coûter 80 $ parce que moi, je prends tout le temps mes billets quand ils sont en réduction, comme Axel a dit pour sa technique du Royal Rumble. Alors comme ça mate les fesses de Charles Flair à ce que je vois là. Non. Je les ai jamais matés, ok? Je les ai jamais matés. C'est une fausse rumeur qui a été déclarée sur la chaîne. Je sais ce que j'ai vu.
T'as vu, oui, moi aussi, je sais ce que t'as vu. Il y a Bux qui demande quel est ton PPAO préféré que t'as assisté en ringside. C'est super dur. C'est pas vraiment comparable à un WrestleMania avec un Rumble, mais je vais dire le Rumble, parce que c'était mon premier Rumble déjà, donc l'ambiance avec le compte à rebours, etc., c'était ouf. Au premier rang, en plus, c'était le seul et unique pay-per-view que j'ai pu faire au premier rang, et c'était vraiment ouf pour le coup, en plus un Rumble. Donc on était vraiment à fond dedans, c'était un bon Rumble, en plus moi j'ai beaucoup aimé le Rumble 2020, alors c'est peut-être du fait que j'étais sur place aussi, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Et puis bah, le retour de Edge aussi, franchement, même s'il y avait des petites rumeurs qui avaient fuité, etc., le vivre quand même c'était ouf. Donc non, franchement je dirais le Rumble 2020 quand même, c'était le voyage le plus marquant. C'est là où j'ai pu vivre des expériences de fou, où j'ai pu aller en backstage pour la première fois de ma vie et enfin voilà, voir des trucs que je ne reverrai peut-être plus jamais. C'est vraiment le voyage qui m'a le plus marqué, je dirais. Incroyable, incroyable. Es-tu déjà allé en Belgique? Demande Logan comme ça, petite question. Est-ce que tu es déjà allé en Belgique? Non, jamais. Faire, là. Désolé. Aïe, aïe. Mais j'espère y aller un jour. Pourquoi pas? Pour un live event. Est-ce que tu aurais une petite anecdote là, à nous raconter sur un show, une superstar que t'as rencontré, ou que ce soit en France ou aux États-Unis? Moi j'aurais une question là-dessus aussi. J'aurais une question. Oh. Bah vas-y, parce que là j'ai pas du tout d'inspiration. Donc si tu peux me sauver, vas-y. Si t'as pas ta question, je l'attends. Ma question, c'est la pire question du monde. Moi ça, il faut shoot ma question là. Vas-y. Parce que moi c'est une sous-question à ta question. Là. Oula, vas-y. Mais, ou alors donnez-moi des noms, je sais pas, parce que j'en ai plein des anecdotes, mais... Ok. Moi, je veux savoir, ok? Là, je veux savoir, je veux du croustillant pour la section gossip de Catch News, ok? On veut tout savoir. Ta relation avec les Evans a été jusque où? On veut tout savoir. As-tu son Snapchat? As-tu son Instagram privé? Et as-tu reçu des photos coquines? On veut tout savoir. On veut tout savoir pour la section. Donc je vois que même sur Catch News, on est au courant, quoi. Hein, donc, Vas-y. Il veut faire un breaking news, là. Je suis prêt de clavier devant moi, vas-y. Non, on s'entend très bien avec Lacey Evans. Elle nous aime beaucoup aussi, donc faut l'avouer. Et non, honnêtement, donc elle nous aime vraiment bien. Elle sait qu'on la soutient énormément et c'est parti de rien. Encore une fois, on l'a raconté donc pour ceux qui le savent, on a un podcast sur la chaîne de Aurélien Catch Power et donc sur sa chaîne YouTube, on revient sur toutes nos aventures justement. Et dans le prochain épisode qui va sortir, on va parler justement de d'où est partie cette relation avec Lacey Evans. Et c'est parti de vraiment rien. C'est parti d'un show, donc le SmackDown d'avant WrestleMania 35. Où donc c'était à Baltimore, où j'étais le long de la rampe et c'était la période où Lacey Evans faisait son entrée, elle venait pavoiser devant le ring et elle repartait, on avait juste sa musique et basta. Et à ce moment-là, donc j'avais le drapeau français et elle me montre du doigt en fait et elle me fait un petit signe et tout. Et en fait, on a joué là-dessus. Ensuite, durant la semaine de WrestleMania, je l'ai revue aux Access et elle se souvenait de moi avec le drapeau français. Elle m'a reconnu. Et donc là, on a commencé à prendre des photos assez drôles où j'embrasse sa main. Et puis je l'ai revue le lendemain ou 2 jours après aux Access. Cette fois-ci, on a pris une photo où elle me fait un bisou sur la joue. Et donc effectivement, après, on a publié ça sur les réseaux par humour, quoi, tout simplement. Et ensuite, on a rencontré encore d'autres fois Lacey Evans et elle a toujours été très sympathique avec nous. On a commencé à publier des photos sur Instagram, elle les a likées, elle a commencé à les commenter, elle nous a ensuite suivis sur Instagram. Quand on était à Toronto, au Canada, on a reçu un FaceTime de Lacey Evans alors qu'on était dans la voiture, on s'y attendait absolument pas. Donc elle était dans l'avion, et enfin genre, mais elle est vraiment super sympa. Et je pense que voilà, je sais pas, honnêtement, je sais pas vous dire d'où est partie cette histoire, mais je pense qu'elle nous a appréciés et on a dû la marquer. Et depuis, elle suit toutes nos aventures. Donc j'ai déjà raconté cette anecdote, mais quand on était en backstage pour SmackDown, donc c'était à Dallas juste avant le Rumble, on était en backstage, donc je sais même plus ce qu'on était en train de faire, mais on voit Lacey Evans qui arrive, donc en début d'après-midi environ, donc elle venait pour le show, donc elle nous voit au loin, donc tout de suite elle vient nous voir, donc elle nous a reconnus, tout de suite elle a demandé à ce qu'on prenne une photo ensemble, et tout de suite elle m'a dit, surtout si vous avez envie qu'on fasse une interview, qu'on fasse une vidéo ensemble pour ta chaîne YouTube, parce qu'elle sait que j'ai une chaîne YouTube, elle me dit surtout tu hésites pas, tu m'envoies un message sur Instagram, on fait ça quand tu veux. Et là il y a un officiel qui est venu la voir et qui lui a dit
Lacey, je sais pas si t'as le droit de faire ça et tout. Enfin voilà, faut demander l'autorisation. Lacey Evans lui dit non, écoute, si jamais il y a n'importe quel souci, tu dis que c'est moi qui l'aurais proposé et c'est comme ça. Donc les mecs, hésitez pas. Et donc il se trouve que malheureusement, moi j'ai pas osé honnêtement lui envoyer un message Instagram pour la déranger, surtout qu'elle avait un match de championnat face à Bayley au Rumble. Je pense qu'elle avait d'autres choses à faire, donc j'ai pas envoyé de message. Et puis on l'a pas recroisé du week-end, donc ça s'est jamais fait. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment quelqu'un d'adorable et moi je la kiffe. Honnêtement, voilà. Donc, pour répondre à la question gossip de Catch News, non, il ne s'est absolument rien passé, mais une grande histoire d'amitié. Voilà. Non, il y a encore, je dis amitié, voilà, on n'est pas amis, loin de là, mais on l'apprécie beaucoup et je pense que c'est réciproque. Bon, on fera aucune vue là-dessus. Eh là là. Bah ouais, désolé. Désolé, c'est décevant, mais... Merci, là, je t'ai à fleur de peau. Moi, je pensais me faire de l'argent aujourd'hui. C'est beau. C'est chiant. Aïe, aïe. Sting qui demande, vu que tu as plein de goodies cadeaux WWE, quel est ton Saint Graal que tu possèdes? C'est vrai que t'as une collection de malades derrière toi, ce que je vois là. Bah oui, et à chaque fois on me pose cette question et je sais jamais répondre. Je dirais, à chaque fois je donne le même exemple et ça doit être la ceinture de la WWE qui est derrière, celle que j'avais emmenée à New York notamment, qui est signée par énormément de superstars et de légendes. On l'avait vraiment emmenée avec nous partout durant toutes les conventions des Access et on a rencontré vraiment des gros noms. Donc je dirais que c'est celle-ci parce qu'elle a le plus de valeur et c'est vraiment un objet sentimental pour le coup parce que c'est moi qui l'ai fait signer aux superstars. Mais non, sinon j'ai pas d'objet. Je dirais ça. Ouais. Ou la ceinture féminine également, qui est signée par plus de 30 superstars, je crois, 30 superstars féminines. Bon voilà. Bon c'est beau. J'ai le titre. Axel 2 points. Mon objet sentimental n'est pas Lacey Evans. Ça part les amis. Ça part. Putain. Est-ce que tu as rencontré beaucoup de fans français aux États-Unis? On en croise, ouais, on en croise. Alors il y en a plus qu'on le pense. Je crois qu'ils font le déplacement. Hein. À chaque fois, on en voit vraiment pas mal. Donc dès qu'on les croise, évidemment, des fois on entend du français dans les files d'attente durant les access notamment. Donc on se dit tiens. Et puis des fois on a des gens aussi qui nous arrêtent avec Aurélien, qui viennent discuter ça. Donc c'est vraiment toujours cool de voir des gens qui ont fait le même déplacement que nous pour un show. Donc non, mais il y en a pas mal à chaque fois. Il y en a pas mal. Ok. Parmi les events, posez vos questions les amis. Si vous avez des questions à poser à Axel, n'hésitez pas. Après on va revenir sur les shows de la semaine vite fait. Parmi les live events en France 2017, 2018, 2019, quel est ton préféré? Je pense que après un live event ça ressemble un peu, non? Honnêtement, moi j'ai tellement pas de souvenirs en live event. Un qui m'a marqué, moi c'est le 2016 si je me trompe pas. C'est celui où l'Undertaker avait été annoncé, puis annulé, puis remplacé par Triple H. Et donc moi je dirais celui-là, parce que c'était mon premier ringside, premier show WWE ringside 2016. Donc forcément c'est celui qui m'a le plus marqué. En plus avec l'entrée de Triple H, il était juste devant moi, il m'a craché dessus. Voilà, tu t'es fait cracher par... J'ai marqué comme jamais quoi. Oh non, Triple H t'as craché dessus? Oh là là. Non, il a craché devant moi, il m'a pas craché dessus non plus, mais... C'est dommage. Mais bon, je revoyais cette image du gosse de 8 ans qui regardait Catch Attack dans son canapé avec l'entrée de Triple H, et je me suis dit putain il est devant moi. Et voilà, nostalgie. Pour venir sur les récents pay-per-view, quel est ton pay-per-view préféré depuis WrestleMania 36? Cette situation du Covid est un peu spéciale, donc ça je suis un peu intrigué pour savoir un peu les pay-per-view préférés des personnes dans cette période. Et le Rumble était pas mauvais cette année. Moi d'ailleurs, un truc que j'ai jamais dit, tout le monde s'en fout en même temps, mais je trouve que le manque de fans au Rumble s'est fait moins ressentir que ce qu'on pensait. Enfin, moi en tout cas, j'ai regardé le pay-per-view comme un pay-per-view normal. Franchement, j'ai pas été gêné par les bruits rajoutés au montage. Voilà. Clairement, ça m'a pas dérangé non plus. On n'est pas non plus dans l'ambiance d'un Royal Rumble classique. Mais c'est vrai qu'on était en live là pour Adel Show et aucun de nous quatre, il me semble qu'on était quatre, on a rien dit par rapport au fait qu'il n'y ait pas de fans au final. Donc, mais si je me permets, je pense que ça fait limite 1 an qu'on est habitué à subir ça. Fait que je pense que c'est rendu normal. C'est ça. Est-ce que tu as un petit projet qui arrive, Axel? Un petit truc, je sais pas, une autre exclue?
Non, je vais en décevoir beaucoup pour le coup, mais non, j'ai aïe. pas vraiment d'exclus. Bah, moi, ce que j'espère, c'est pouvoir repartir le plus rapidement possible. Alors évidemment, enfin voilà, là, on contrôle pas l'épidémie, donc Ouais. personne ne sait quand on pourra repartir. Donc là, c'est la grosse inconnue. Et puis, bah, il y a la vidéo des 100 000. Et honnêtement, on est à 2000 abonnés des 100 000. Et encore aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire pour les 100 000. Donc j'ai des idées en tête, mais c'est vrai que du coup, le Covid freine pas mal. Et c'est vrai que du coup, les 100 000 en pleine épidémie du Covid, c'est un peu dommage. Moi, ça me dérange un peu pour le coup. Donc je peux pas faire vraiment ce que j'aurais aimé faire. Mais bon, on va trouver. Et donc je vais commencer à écrire ça. Et voilà, je vais préparer une petite surprise pour les 100 000. Ok, parfait. Juste dernière question avant de revenir sur les shows de la semaine. Est-ce que tu penses que l'engouement du catch en France peut augmenter d'ici quelques années? Ça fait, il me semble, 3 ans que maintenant c'est diffusé sur la chaîne L'équipe. Bon, bah, on peut pas ressentir une différence, voilà, ça fait que 3 ans, donc il faut attendre un peu, je pense, quand même. Mais est-ce que tu penses que ça peut augmenter au fil des années ou pas du tout? On pourra jamais revenir à une période catch attack? Alors je pense que oui, on peut revenir à un gros engouement du catch. Alors après, un gros engouement comme la période catch attack où les audiences à la télévision font vraiment un carton. Là, j'y crois un peu moins, mais je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, etc., on a d'autres moyens de communication que la télévision. Il y a largement moyen d'attirer un nouveau public. Enfin, voilà, ce qu'il faudrait, c'est que ça prenne chez les jeunes et que ça devienne vraiment un public familial. Voilà, c'est ça en fait. Il faudrait que le catch redevienne familial en France. Donc voilà, je pense que c'est déjà bien effectivement d'avoir l'équipe, mais je pense qu'une chaîne un petit peu plus généraliste, voilà, sur la TNT. Alors c'est très bien ce que fait AB1 évidemment. Franchement, ils ont toujours soutenu le catch à fond et ça, franchement, on peut être que reconnaissant. Après, ça reste une chaîne du câble qui est pas forcément accessible pour tout le monde. Donc voilà, et puis ça reste en semaine également. Donc bon, il y a SmackDown le samedi, mais c'est vrai que bon, du prime time le week-end ou en fin de semaine le vendredi soir sur une chaîne généraliste, ça ferait beaucoup de bien. Ou alors que la WWE investisse énormément en communication sur les réseaux français. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir un engouement, mais voilà, j'ai un peu de mal quand même à espérer le retour de la génération Catch Attack. Après, il y a plein de... Bah, du coup, il y a Catch News, il y a tous les médias sur YouTube, etc. On est de plus en plus de YouTubeurs aussi. Et ça, mine de rien, ça joue aussi. Hein. Moi, je reçois souvent des commentaires de gens qui disent ah, je viens de découvrir le catch, franchement, ça m'intéresse et tout. Et voilà, il y en a qui découvrent le catch grâce à des médias comme YouTube. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc, on joue tous un rôle aussi dans la diffusion du catch. Donc... voilà, il n'y a plus qu'à espérer que ça prenne un petit peu plus. C'est vrai qu'il y a maintenant, il y avait la télé avant, mais maintenant, c'est vrai que maintenant, il y a les mêmes par rapport au catch que tu peux retrouver sur des chaînes YouTube, des grandes chaînes YouTube qui n'ont rien à voir avec le catch. Et même parfois, genre, je regarde des choses qui n'ont rien à voir avec le catch, et les mecs sont en mode oh, tu te rappelles d'Undertaker, c'était trop bien, et ils sont pas là à dénigrer le catch aussi, à différence à la télé, par exemple, quand ils parlent de catch. Et c'est sur internet, j'ai l'impression que c'est quand même un autre univers où les personnes se demandent oh le catch c'était trop bien, 619, Rey Mysterio trop bien et tout. Donc ça aussi ça peut aider. Et puis voilà, internet, la chaîne YouTube la WWE qui est dans le top 10 des chaînes les plus suivies dans le monde, c'est fou ça quand même. Et, c'est impressionnant. La WWE qui a totalement géré sur le coup, qui a vu directement que YouTube ça allait devenir important. Donc GG. Et puis oui, puis même depuis peu, parce qu'il y a même Twitch, maintenant on est pas mal sur Twitch également. Et YouTube, il y a aussi plusieurs chaînes comme tu l'as dit et tout. Donc Squeezie qui a également parlé d'André le Géant, qui... c'est... Enfin voilà, sans aucun cliché dans cette vidéo-là, et donc c'est une scène. Si je peux faire une petite parenthèse sur la vidéo de Squeezie d'ailleurs, c'est là qu'on va voir que des gens comme Squeezie qui ont vraiment qui sont vraiment grand public, hein, qui ne visent pas un domaine en particulier, là où on peut voir qu'ils sont vraiment très forts et comme quoi ils peuvent vraiment avoir un impact sur ce genre d'exemple par exemple, c'est que moi j'avais sorti par exemple une vidéo sur André le Géant, donc je l'ai sorti il y a 6 mois, la vidéo avait fait 10 000 visionnages à peu près, Squeezie a sorti sa vidéo, 2 semaines après, je suis à 60 000 visionnages. Donc, vous voyez, c'est tout ça pour montrer que voilà, il suffit d'une personne comme Squeezie qui a vraiment un grand réseau, il suffit d'une personne comme ça qui en parle, et après vous pouvez avoir une explosion et vous pouvez avoir une fidélisation d'audience. Donc voilà, il faudrait que la WWE trouve le bon média pour lancer une nouvelle campagne publicitaire et que ça prenne quoi. Donc pas impossible, mais ça va être compliqué.
Ouais, et puis t'as même Christophe Agius maintenant qui est sur YouTube avec Catch Club, donc Oui. ça régale encore plus. Et donc c'est génial. Et puis l'engouement du catch en France, il va falloir être présent pour qu'il puisse s'améliorer. Mais moi je trouve qu'on est quand même de plus en plus, enfin je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus de fans. Et sur Twitter ou quoi, j'ai l'impression de voir beaucoup plus de messages, je sais pas si c'est moi qui est plus présent ou juste il y a vraiment plus de messages des fans ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment plusieurs à devenir fans en France et c'est très très bon. Bien devrait reprendre les pay-per-view. Bah là, pour le coup, malheureusement, je pense pas qu'ils soient vraiment. C'est eux qui soient contre quoi. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire avant de passer au show de la semaine ou pas? Vite fait. Ouais, écoute, je pense qu'on devrait se cotiser à 3, lancer notre magazine, on prend le pouvoir de la France, on lance le 4, les amis. Ça serait énorme, hein, honnêtement. Ils sont nombreux à attendre le retour des magazines, mais après, oui, les magazines en 2021, c'est très compliqué. Hein. Ça serait énorme. On lance Planète Catch V2, c'est ça? Ah ouais, non, mais c'est... Tout le monde est nostalgique de Planet Catch, tout le monde. En vrai, j'ai tellement de magazines Planet Catch, moi je les ai juste achetés, j'en ai lu aucun. Je les ai achetés comme ça tranquille. D'accord. Le truc qui sert absolument à rien. Ouais, je les ai au moins, je les ai. Non mais et puis même le fait que aussi on soit tous, enfin que on se, je sais pas comment dire, on est de plus en plus dans l'entente entre nous, entre les médias des catch aussi. J'ai l'impression ces dernières années. Et ça parce qu'avant on se foutait sur la gueule, hein, clairement. Oui. Non, mais j'ai l'impression que ça s'améliore. Donc ça aussi, ça peut aider. Bref. En France, il n'y a pas de magazine de catch, j'en cherche. Ouais, non, il y en a zéro en France pour l'instant. Après, il faut se dire que même la WWE elle-même a arrêté de commercialiser son magazine. Donc je pense que déjà c'est un indicateur. Hein. Oui, ah ouais. Ça fait longtemps, là. C'était aux États-Unis, là. Donc tout est arrêté, là. Tout est arrêté.